Je disais donc que nous allions parler ESG. Et on verra, ça veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de façons d'aborder ce sujet. Nous allons parler avec Michel Jossé. Bonjour Michel. Vous êtes directeur assurance et prévention de Forvia, mais aussi administrateur de la MRAE et référent climat de la MRAE. Bonjour Cécile. À vos côtés, en fait, j'ai raté... vous êtes là. À vos côtés, Dorothée Prunier, bienvenue. Vous êtes directrice internationale chez Chubb et aussi en charge de Climate Plus. Vous nous expliquerez ce que c'est. Bonjour. À mes côtés, Viola. Bonjour Viola. Vous travaillez, vous êtes responsable en fait de l'intégration des données du sujet climat dans les différentes business lines chez Moody's. Vous nous expliquerez ce que ça veut dire. Et je pense qu'on attend une quatrième intervenante qui va nous rejoindre en cours de route. Hein. Nous sommes bien d'accord. Nous serons rejoints dans quelques instants par Florence Tondu-Mélic, CEO de WTW France et Luxembourg. Je disais qu'il y a beaucoup de façons de parler ESG, beaucoup d'angles pour aborder ce sujet. On en abordera plusieurs. Mais autant commencer par les sujets qui fâchent, en fait. Et je sais que, Michel, vous avez un petit coup de griffe sur voilà, certains sujets très ESG qui ont parfois un peu de mal à être assurés. Alors, racontez-nous. Alors tout à fait. Donc l'ARMAE fait chaque année un baromètre de l'engagement des risk managers vis-à-vis du climat en coopération avec AXA Climate. Donc nous avons fait la dernière édition en novembre et un des éléments, un des enseignements que l'on peut tirer de ce baromètre, c'est une certaine insatisfaction des risk managers vis-à-vis de l'assurance sur des sujets de capacité, enfin des risques d'inassurabilité de deux ordres. Un premier lié à difficulté d'assurer des sites qui sont dans des zones exposées aux risques climatiques, et une deuxième inassurabilité liée à la difficulté d'accès à des capacités pour assurer les nouvelles technologies, les nouvelles filières, les nouveaux produits qui sont générés par la transition écologique. Également une insatisfaction liée à une insuffisante assistance technique des assureurs vis-à-vis du risque climatique. Alors, des initiatives sont prises, on l'a vu voilà, lors des interventions précédentes, mais on pense que voilà, le progrès reste insuffisant. On a vraiment besoin d'une montée en puissance, d'une montée en expertise des assureurs pour nous aider, pour faire face au sujet climatique. Viola, je sais que votre français est parfait, mais n'hésitez pas à basculer en anglais si vous le sentez dans notre discussion. Une première réaction, je sais que vous aussi, vous avez fait une étude. Comment est-ce que vous voyez ces sujets d'ESG ? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Donc, Michel a parlé de la difficulté d'assurer les nouvelles technologies et je pense que c'est très intéressant parce que je pense effectivement que ce défi fait partie d'un narratif plus large même. Avant de faire ça et parler de ça, tout des petits mots, effectivement, oui, donc la langue française n'est pas ma langue maternelle, c'est très facile à deviner et en plus, je parlais ma voix là. Donc, j'ai pris les médicaments avec moi sur stage, dans tout cas, si je bascule en anglais ou effectivement, je perds ma voix complètement, mes excuses. Donc, deuxième point, c'est sur Moody's et la rôle, parce que je pense Moody's, c'est connu comme agence de notation, rating agency. Mais on n'est plus que ça, notamment dans la côté Moody's Analytics, dont moi je fais partie. On a investi beaucoup en faire plus facile pour effectivement les entreprises, les assureurs, les banques, d'autres acteurs, pour intégrer les risques dans le travail. Donc, si vous vous souvenez de rien d'autre que ça, la dame de Moody's qui est en train de perdre sa voix, Moody's, c'est plus que l'agence de notation. Donc, mais cela étant dit, c'est quoi l'étude que nous avons faite? Donc, nous régulièrement faisons une étude où nous parlons avec des personnes, senior leaders de l'assurance non-vie. Et là, en 2023, nous avons parlé avec presque 40 représentantes. Et ce qu'ils ont dit, c'est que 90% ont dit qu'ils intègrent ou sont dans le processus d'intégrer l'ESG dans le processus de prendre décision. 90. Donc, c'est quoi ce qui le motive? Tout d'abord, et ce n'est pas une surprise, la gestion du risque. Bof, c'était clair. Hein? Mais
L'autre effet que moi je trouvais très intéressant, c'est exactement lié aux questions de nouvelles technologies, c'est les opportunités. Donc 40% disent explicitement que saisir les opportunités commerciales, c'est un de leurs motifs clés pour intégrer l'ESG. Donc ça, je pense, c'est un petit peu le narratif plus large, ça veut dire intégration des risques non financiers, notamment ESG et climatiques. Tout à l'heure, Michel, quand vous disiez que certaines choses n'étaient pas mal assurées, pas assurées, très concrètement, on parle panneaux solaires, on parle usine de batterie, on parle quoi? Oui, la transition énergétique en particulier impose une montée en puissance en fait des manières alternatives de produire de l'énergie. Donc on parle d'éoliennes de 300 mètres de haut, de champs de panneaux photovoltaïques géants. On parle d'hydrogène. Donc voilà, les entreprises s'engagent fortement dans la décarbonation. Et malheureusement, voilà, au-delà des discours corporels des sociétés d'assurance qui disent s'engager, voilà, concrètement, quand un opérateur vient voir son souscripteur pour lui proposer ces nouveaux risques, il y a une certaine réticence qu'on peut comprendre en même temps, parce que voilà, il y a une certaine prudence nécessaire du monde de l'assurance vis-à-vis des innovations, tout simplement du fait du monde de recul. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à contourner ces difficultés par le dialogue technique, par l'ingénierie, parce que voilà, les compagnies d'assurance sont d'excellents ingénieurs. Il faut absolument qu'on réussisse à créer les conditions d'un dialogue technique entre les ingénieurs de compagnie et puis nos propres experts dans la société, de manière à analyser les risques, à les comprendre et à permettre au final à l'assurance de faire son rôle qui est indispensable, c'est-à-dire de délivrer des garanties. À défaut d'assurance, la décarbonation est morte, puisque voilà, on ne peut pas pousser des technologies si elles ne sont pas assurées. Dorothée, alors je ne vous demande pas de répondre au nom enfin, voilà, l'idée c'est plus que vous portiez la voix de tous les assureurs et pas de défendre, on n'est pas en train de discuter sur votre portefeuille là, mais le constat que beaucoup ont l'air de faire, c'est que les assureurs sont à fond côté investissement sur tous ces nouveaux sujets, donc ils sont prêts à aller aider le développement de ces nouvelles technos, mais qu'en fait, quand il faut après assurer des entreprises dans lesquelles ils ont pourtant mis des fonds, c'est plus dur. Alors, qu'est-ce que la profession, voilà. Ne prenez pas personnellement, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que tout ce qui vient d'être dit, ça démontre qu'aujourd'hui, on a un énorme défi devant nous. Cette transition énergétique, c'est peut-être le défi le plus important qu'on a à gérer aujourd'hui. C'est chaque année entre 500 et 600 milliards de dollars investis dans l'économie. Et à ce titre-là, je pense que c'est un sujet clé pour l'assurance. On le regarde de très très près. Chubb, il y a un an, a pris un énorme engagement en créant Climate Plus. C'est un engagement qui vise à accompagner les sociétés dans leur décarbonation. Et c'est aussi en fait reconnaître le rôle de facilitateur qu'on a, nous assureurs, dans ce parcours. Donc, Climate Plus, c'est une équipe qui est constituée de plusieurs métiers. On a réuni des souscripteurs, on a réuni des ingénieurs, comme vous le citiez, aussi des personnes qui s'occupent de la partie sinistre. Et on travaille à en fait partager les connaissances et l'expertise et trouver des solutions qui sont pertinentes et qui répondent à vos besoins aujourd'hui. Donc, je peux vous donner un exemple. Donc c'est en fait travailler d'une façon différente de la façon traditionnelle. On a aujourd'hui pas mal de dossiers qui sont arrivés au Royaume-Uni. Ce sont des dossiers qui concernent l'utilisation de la géothermie pour du chauffage urbain. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en interne, on n'avait pas forcément l'expertise nécessaire pour bien appréhender le sujet. Donc on s'est rapproché d'universités qui travaillent sur des applications dans ce domaine. On s'est aussi rapproché d'instances gouvernementales et on a intégré en fait les groupes de discussion. Et on s'est rapproché aussi de l'industrie, des industriels et des financiers pour comprendre en fait quel était vraiment le besoin d'assurance. Parce que là, l'assurance est bloquant en l'occurrence. Donc on travaille de cette façon-là pour vous montrer que vraiment l'idée c'est de casser les façons de travailler traditionnellement et de penser proactivement à la solution.
Je voulais vraiment saluer l'initiative de Chubb, puisqu'elle a été présentée à la communauté des risk managers. Et ça me semble effectivement la bonne manière, c'est de créer un pôle d'expertise avec des souscripteurs, avec des ingénieurs qui s'ouvrent également sur le monde de l'expertise extérieure. Vous allez chercher dans des universités l'expertise adéquate. Ça me paraît vraiment la bonne manière de répondre à ces difficultés auxquelles on fait face pour accéder à des capacités d'assurance sur les nouvelles technologies liées à la décarbonation. Alors, je vais me faire un peu la voix des courtiers, puisque on a un petit trou. Un courtier me disait récemment, oui, d'accord, alors les assureurs ne veulent pas assurer quand on a une toiture en bois avec dessus des panneaux solaires parce que ça prend feu plus facilement. Mais les entreprises ne mettent pas forcément les moyens de prévention nécessaires à ce qu'impliquent ces nouvelles technologies. Alors, si je me fais la voix de cette... Qu'est-ce que vous répondez Non, si vous mettez le doigt sur un risque lié à qui dérive du changement climatique, c'est le risque de transition en fait. Donc on est en train de déployer des nouvelles technologies avec des risques nouveaux pour nous. Voilà, on embarque des technologies que l'on ne connaît pas. Il est absolument indispensable que les entreprises se saisissent de ces risques, les analysent en coopération avec les assureurs. Donc il y a un vrai travail, une vraie opportunité pour les risk managers de se saisir de ce sujet et de contribuer à couvrir ces risques. Il est absolument nécessaire d'adapter la prévention et c'est également une condition de développement de ces nouvelles technologies, également d'assurer la pérennité de la couverture d'assurance de ces nouvelles technologies. On ne peut pas adresser à l'assurance si on n'a pas fait le travail soi-même de comprendre les risques et de les analyser et d'établir le dialogue avec les assureurs. Alors Florence Tournubilic, il y a 2 secondes, je disais que je prenais la voix des courtiers, mais je suis heureuse que vous nous rejoigniez. Comment est-ce que vous voyez en effet ce dialogue ou cette difficulté de dialogue aujourd'hui entre des entreprises qui veulent lancer des nouveaux projets et en face des assureurs qui ont du mal à trouver les solutions adéquates pour les assurés? Très bien. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup. Effectivement, moi, je porte la voix médiane du courtier entre nos obligations fiduciaires vis-à-vis de nos clients, c'est-à-dire on se doit de représenter leurs intérêts fondamentaux, et aussi nos partenaires assureurs qui nécessairement ont une vision de long terme. Alors, je voudrais prendre un tout petit peu un pas de côté pour offrir une perspective avant de répondre plus avant à cette question. Je crois qu'il faut se rappeler que l'assureur est à la fois partie prenante du problème et de la solution en la matière, à la fois en tant que souscripteur de risque, mais aussi en tant qu'investisseur et plus largement dans un rôle d'animateur de cette transition dont on parle. En 2015, quand l'industrie s'est emparée du sujet, du E sur l'ESG, il est clair qu'au départ, l'intégration a été plus facile sur la dimension d'investisseur que sur la dimension de souscripteur. Et effectivement, un certain nombre de réglementations qui en ont suivi, que ce soit la taxonomie européenne, la SFRD, ont permis de poser un cadre commun. Là encore, il y a eu une première étape, à savoir qu'il a été plus facile de procéder par exclusion que de procéder par une approche plus proactive qui ensuite a suivi d'engagement et d'actionnariat actif pour engager un dialogue dans une démarche plus partenariale et encourager le progrès. Le volet souscription, lui, a avancé beaucoup moins vite que l'investissement et c'est dans un premier temps, lui aussi, focalisé sur les exclusions de souscription des projets ou des secteurs à forte intensité carbone. De fait, il est plus facile de se désengager de certaines activités que de réallouer les politiques de souscription vers ces nouveaux secteurs, tout simplement parce que la nature propre de l'assurance fait que le cycle technologique
est beaucoup plus rapide que la capacité de l'assurance à suivre, puisqu'on est sur un métier où l'on regarde de façon rétrospective les risques et qu'on a besoin de cette historique sur les données pour évaluer le risque. Donc, de la même façon, la prévention et la connaissance de ces technologies est moins rapide que l'innovation. Mais je crois qu'aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer vraiment dans le bon sens et j'en veux pour preuve un certain nombre de signaux. D'abord, il y a eu un certain nombre de professions de foi d'assureurs qui désormais portent des objectifs de réduction de carbone dans leur portefeuille de souscription. Que ce soit au travers de clauses d'exclusion ou que ce soit au travers de revalorisation tarifaire. Ce qu'on voit également poindre, ce sont des objectifs de renforcement sur des activités qui permettent cette transition écologique, que ce soit par exemple les énergies renouvelables. Donc on est au tout début, mais je suis extrêmement encouragée de voir certains grands assureurs, aujourd'hui des généralistes, offrir des capacités sur des poches d'énergie renouvelable bien plus que certains souscripteurs spécialistes historiquement. Et donc, évidemment, toutes les technologies ne sont pas à la même enseigne. On sait que le photovoltaïque ou l'éolien sont un petit peu plus avancés, par exemple, que tout ce qui est autour de la géothermie, parce qu'il y a des risques associés qui nécessitent d'être maîtrisés. Pour revenir sur le dernier point, qui est notre position, moi, je crois que nous, en tant que courtier, on a vraiment un rôle fondamental entre nos clients et nos assureurs, parce qu'on peut aider à une meilleure prise en compte de l'ESG et un accompagnement de la transition à plusieurs niveaux. D'abord, parce que les assureurs ont besoin de data. Et ça, fondamentalement, c'est important parce que sinon, les risques sont qualifiés de spéciaux, ne peuvent pas bénéficier des mêmes capacités d'investissement. Et donc, en tant que courtier, nous apportons ces capacités de modélisation sur des risques émergents. Et ça permet là, une meilleure quantification du risque et une meilleure approche des couvertures. On peut aider également en matière de transition et on peut aider aussi au travers des nouvelles approches en matière de tout ce qui est transfert de risques alternatifs qui sont aussi des solutions. Voilà, je balaye ça rapidement. On reviendra sur ces solutions, en effet. Viola, vous vouliez réagir, je crois tout à fait. Oui, tout à fait, parce que là, Florence, je pense que c'est un point très important. C'est très, très clair que oui, ça a commencé avec la côté investissement, mais maintenant, c'est vraiment aussi une question souscription. Et là, on est en train, et c'est public, donc je peux en parler, on est en train de faire un projet pilote avec Lloyd's of London, et donc avec un très grand nombre des assureurs. Et là, le sujet de ce projet pilote, c'est les émissions associées assurées et l'intégration des risques de transition aux côtés du passif. Donc, pour dire brièvement, oui, il y a explicitement un intérêt d'intégrer les considérations de la transition écologique dans les décisions de souscription. C'est très clair. Il y a deux côtés, deux aspects là. L'un, c'est déjà mentionné plusieurs fois, ce sont les nouvelles technologies. Tout à fait. J'ai rien à... Je pense que c'est très bien couvert. L'autre aspect, c'est comment est-ce qu'on peut travailler avec les secteurs haut impact, high impact, pour leur aider à transitionner. Et ça, c'est un défi très intéressant. Donc, pour vous donner une petite idée du processus, donc, dans le cadre de ce projet avec Lloyd's, nous calculons les émissions associées de 10 assurances. Premier pas. Et ce qui est clair, que tous les assureurs, ils comprennent que c'est que le départ de voyage. Donc, deuxièmement, ce que nous faisons, nous avons déjà fait 30 entretiens profonds avec des underwriters, head of underwriting, head of risk, dans les assurances, au niveau de c'est quoi ce qu'ils veulent vraiment pour arriver à meilleure décision pour leur activité de souscription. Et là, je suis très ouvert. Hein? Il n'y a pas une réponse claire. C'est peut-être un petit peu plus pratique, plus spécifique au niveau des nouvelles technologies. Et on a entendu des idées là. Mais au niveau, c'est quoi
une juste aide pour des secteurs à haut impact? Qu'est-ce qu'on peut faire internement et qu'est-ce qu'on peut faire justifier externement, externally? Ça, ce sont les deux questions super, super difficiles. Donc, je vous invite aussi. Donc, nous avons vraiment lancé ce processus très collaboratif avec l'industrie parce que nous pensons la solution, ça va se réaliser dans le dialogue. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter après ou l'équipe Moody. En tout cas, c'est vraiment un dialogue ouvert pour trouver des solutions qui, en vrai, peuvent changer des décisions. Dorothée, une réaction de l'assureur sur ces analyses? En fait, c'est vrai qu'on va avoir de plus en plus de cohérence et de clarté dans les informations qu'on aura à disposition. D'un point de vue assurantiel, je pense que les informations qui seront publiées seront des informations qu'on ne pourra pas utiliser comme telles. Nous, on va continuer à regarder les critères sous-jacents, les critères qui ont un impact sur le risque en lui-même. On peut travailler sur la réduction des gaz à effet de serre s'il s'agit de d'avoir moins, de réduire en fait les opérations de transport, de sourcer plus localement. Là, il y a clairement un impact positif. Par contre, c'est vrai que quand on va vers l'utilisation de panneaux photovoltaïques sur les toits, là, on sait que c'est de nouveau une source potentielle de départ d'incendie et bon, c'est plus mitigé pour notre point de vue. Michel, est-ce que les nouvelles obligations de reporting, je pense notamment à la CSRD qui a déjà été citée par Florence, est-ce que ça peut changer la donne ? Oui, tout à fait. Là, on sent qu'il y a une pression très importante des régulateurs sur les opérateurs financiers, donc les assureurs et puis également les banques, pour qu'ils analysent finalement les risques climatiques auxquels leurs clients sont exposés. Donc le dialogue que l'on a avec les assureurs est classique. Voilà, on se bagarre avec eux depuis fort longtemps on coopère avec eux pour analyser les risques, les couvrir. Quelque part, voilà, c'est notre monde. Voilà, des risques managers, on se connaît. Et puis là, on voit qu'il y a un nouvel entrant qui est le banquier, voilà, qui finalement va vouloir comprendre comment on maîtrise ces risques climatiques dont on voit qu'ils sont en croissance très importante. Et cette contrainte passe effectivement par la CSRD. Bon, jusqu'à là, le reporting RSE était un exercice un peu de communication. Maintenant, c'est des résultats auditables. On change vraiment de nature dans la manière de poser les chiffres. On doit produire des résultats auditables. On doit quantifier les risques dans un monde d'incertitude croissante, de difficultés à analyser les risques. Donc on est confronté à une vraie difficulté. Et il faut vraiment que nous, voilà, la communauté des risk managers, on comprenne l'importance de ce nouvel entrant qui est le banquier, qu'on collabore avec les directions financières de manière à produire finalement de la donnée chiffrée avec l'aide des assureurs qui ont des modèles CatNat très, très performants et qu'on se mette en situation effectivement de pérenniser le financement du groupe, puisque finalement ce que ça veut dire, l'histoire qui est derrière, c'est que si on ne reporte pas correctement les risques, finalement on va créer de l'incertitude pour les investisseurs. Ils peuvent différer, voire suspendre le financement des entreprises. Là, on touche vraiment à la survie d'un groupe. Donc on est vraiment sur un sujet très important dans un contexte d'incertitude technique. Voilà, donc apprenons à dialoguer avec les investisseurs comme on dialogue historiquement avec les assureurs. Viola, sur cette CSRD ? Oui, donc je pense vraiment que ces nouvelles exigences de reporting vont changer beaucoup, notamment évidemment la disponibilité de données. Donc plus de données, ça c'est clair. Ce que à moi m'intéresse à ce point-là, c'est non seulement la disponibilité des données, mais au fond, la question, comment est-ce qu'on peut en tirer des informations, des enseignements pour arriver à meilleures décisions? La pertinence des données, en fait. La pertinence. Et aussi, en autre mot-clé, la pertinence et le contexte.
Je pense que la contextualisation des informations, des données, ça c'est l'essentiel. Laissez-moi vous donner des exemples. Et ça vient aussi de notre entretien dans ce projet avec Lloyds. Oui, par exemple, les émissions de carbone, c'est intéressant. Tout à fait. Les souscripteurs veulent ces données. Mais imaginez-vous 2 boîtes, 2 entreprises, même secteur, même intensité carbone. Mais ils sont dans 2 pays différents. L'un principalement en France, l'autre principalement en Inde. Une histoire très différente. Ou 2 entreprises dans des secteurs haut impact, tous les deux, mais l'un secteur a des options technologiques pour la décarbonisation, l'autre n'en a pas. Même idée, autre exemple. Donc, c'est vraiment là, dans la contextualisation, c'est plus facile, hein, des données qu'on peut vraiment se renseigner pour, au fond de la journée, arriver à meilleures décisions. Et c'est là, après, les assureurs, le cœur même du métier, c'est la gestion des risques, c'est de prendre les bonnes décisions. Et je pense que ces exigences de reporting, ça revient à ce point-là. J'ai envie de retourner un peu les jumelles d'analyse. On comprend bien que les assureurs regardent en détail ce que font les entreprises, si elles sont à haut impact ou si elles sont correctes en matière ESG. Est-ce que les entreprises vont commencer à regarder leurs assureurs en se demandant si leurs assureurs sont corrects, s'ils ont un bon tampon ESG, pour les choisir? Michel? Quand on est préparé cet échange, je me rappelle que je vous avais dit à cette même question que bon, voilà, on fait face à une pénurie d'assurance, donc voilà, introduire un nouvel élément de sélection serait peut-être un petit peu de luxe. Finalement, ma vision a un peu changé. Je pense que voilà, les critères ESG, ben, ils s'appliquent à nous, industriels, il faut qu'ils s'appliquent également aux assureurs, et finalement, il n'y a rien de choquant à demander aux assureurs où est-ce qu'ils en sont de leur trajectoire ESG. Alors ce ne sera sûrement pas un critère déterminant, il y a voilà, des critères de capacité, d'assistance technique qui resteront déterminants, mais pourquoi pas voilà, introduire ce critère et en faire un des éléments d'évaluation de nos partenaires assureurs. Je pense que c'est une bonne idée, qu'il faut d'ores et déjà l'introduire dans les consultations, dans les appels d'offres. Florence, ça commence à se sentir de très très loin? Alors moi, je corrobore absolument le point de vue de Michel. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, surtout dans le marché actuel, où on a cette question d'accès aux capacités, ces questions tarifaires, ces questions au niveau des wordings et des clauses. Mais je pense qu'il serait vertueux à terme de pouvoir intégrer ce critère pour nourrir en fait ce cercle vertueux au sein de notre industrie, voire même je pense que ça pourrait être une opportunité pour un assureur qui se positionnerait en différenciation sur ce sujet-là. Je pense que la vertu en fait du cadre réglementaire qui est posé va permettre aussi aux entreprises d'y voir plus clair et elles-mêmes de pouvoir répondre à leurs propres obligations de déclaration dans le choix de leurs fournisseurs et partenaires. Donc on n'y est pas encore, mais je pense que demain, ça pourrait être un sujet. On comprend qu'il y a vraiment une nécessité de dialogue, une interaction entre assureurs et entreprises pour que ça puisse marcher, notamment sur ces sujets-là. Dorothée, quels sont les conseils que vous donneriez aux entreprises et donc très directement à leurs représentants devant nous, voilà, pour qu'ils puissent mieux être assurés ou mieux être satisfaits de la relation? Oui, alors je pense que le conseil numéro 1, c'est de ne pas faire comme d'habitude. Quand il s'agit de nouvelles technologies, de nouvelles choses qu'on n'a jamais vues ou qu'on n'a jamais mis en application. Bien souvent, la recherche d'assurance arrive tardivement dans le cheminement d'un projet, que ce soit au niveau du financement ou parfois même au niveau de la mise en application ou de la construction. Et c'est, je dirais, trop tard. C'est trop tard pour qu'on puisse, nous, de notre côté, réfléchir et comprendre quelles sont les demandes. Donc, finalement, intégrer le dialogue le plus tôt possible, le plus en amont possible dans le projet, c'est clé.
clés pour nous permettre de comprendre comment répondre aux besoins. Et puis aussi, ne pas croire que tout ça, toute cette transition énergétique ne va impacter que les énergéticiens. Ça va impacter toute l'industrie. Et donc, il faut que tout le monde sache qu'il y a un énorme défi devant nous et être conscient de ça. Florence, quel conseil vous donnez à vos clients? Alors, j'en donnerai 2. Le premier, je ne vais pas m'y attarder, mais c'est vraiment la donnée, la donnée, la donnée. Je pense qu'on est dans un métier où la science de la donnée, c'est fondamental et les exigences des assureurs en la matière s'élèvent. Le deuxième sujet qu'on n'a pas abordé, et je rappelle que WTW, on a cette expertise en matière de risque, mais on a cette deuxième jambe autour du capital humain, dont on ne parle pas forcément à l'Ambrae. Et ne pas oublier le S dans ESG et les autres piliers. Pourquoi? Parce que la lame de fond de transition climatique est bien identifiée par toutes les entreprises, mais il y a une autre qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est la lame de fond démographique qui va conduire, on le sait, à une baisse de la population active. Et aujourd'hui, tous les sujets qu'on a au niveau de la pénurie des talents ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Donc, le S et les autres piliers de l'ESG sont aussi fondamentaux à regarder et de toute façon, ils sont interconnectés. On le voit dans le Global Risk Report qui est publié chaque année par le World Economic Forum. Ces dernières années, une grande analyse juste avant la table ronde. Ces dernières années, effectivement, le risque E s'est élevé, mais plus récemment, le risque S. Et aujourd'hui, c'est 90% des risques principaux identifiés par les experts au niveau mondial. Pour ajouter peut-être un tout petit point pour réagir à ce que Florence vient de dire, c'est tout à fait vrai. Le S, ça fait une partie très importante dans la contextualisation. Et si on fait le lien avec le changement climatique, c'est la just transition, la transition juste. Et ça, c'est vraiment souvent aussi un sujet de nos entretiens, c'est de dire, oui, on assure certains risques qui sont intenses au niveau de carbone, mais il y a cette narratif entier au niveau de capital social. Donc ça, c'est une toute petite réaction au niveau de ce que Florence vient de dire. Il y a un autre point au niveau de recommandations pour les entreprises qui sont présentes ici, que je veux le faire. Et c'est vraiment réel et ça va arriver que les assureurs, mais aussi les banques, veulent des conversations beaucoup plus en détail sur ces sujets. Et ce que moi, j'ai trouvé, donc ça vient un petit plus qu'un an que je suis arrivée chez Moody's. Et effectivement, on est bien connu dans le secteur assurance, mais aussi, on parle beaucoup avec des banques, avec des très grandes banques américaines. Ils ne sont pas connus pour l'ESG. Et en plus, la situation politique aux États-Unis, c'est bien clair, c'est très chargé. On le sait tout. Les grandes banques aux États-Unis sont the push, sont the driver. Il n'y a pas un driver aussi politique là. Mais nous parlons avec eux très concrètement et très en détail. Comment est-ce qu'ils peuvent améliorer la conversation avec leurs clients en détail au niveau de, ça veut dire quoi la transition? C'est quoi votre choix de technologie? Ça veut avoir quoi pour implication des risques, access au capital, votre credit rating? Ça, c'est vraiment les conversations en détail qui se passent en ce moment aux États-Unis, même s'il y a cette situation politique qui est tellement chargée. Donc, je partage ça pour vous vraiment imprimer ces points, que la discussion sur ce sujet est en train d'arriver, et c'est en train d'arriver en très grand détail. Et on expecte de la reconnaissance au niveau des technologies très spécifiques. Tout ça revient à mon conseil, c'est vraiment de commencer de faire les devoirs. C'est aussi simple que ça. Faisons les premiers pas et après, step by step, on avance. Mais c'est vraiment, ça arrive et ça arrive de tous les côtés.
Je voulais revenir sur les exclusions. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité vraiment d'aider à la transition, à la décarbonation de certains sujets. Mais Michel l'a évoqué au début, on a des exclusions. Est-ce qu'il va y en avoir de plus en plus? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on sait qu'on a une activité ou une usine qui risque d'être exclue? Une fois de plus, la prévention est le socle de toute démarche de gestion des risques et d'assurance. Donc on est tenu d'être totalement transparent vis-à-vis de l'assureur, vis-à-vis de ces risques. On doit engager nous-mêmes, c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise, d'engager une maîtrise des risques. Et puis à partir de ces initiatives, d'enclencher le dialogue avec les parties prenantes, avec les assureurs et maintenant avec la banque. Dorothée, il y a des risques d'exclusion de plus en plus importants? Alors, de ce que je vous expliquais, c'est qu'on fait tout pour ne pas arriver là, à ce risque d'exclusion. Et je pense que ce que vous expliquez, du dialogue, de la transparence, se comprendre, c'est très très important pour ne pas arriver à des risques exclus. Peut-être une remarque complémentaire. On observe malgré tout une montée de l'inassurabilité. Voilà. Le marché s'est extraordinairement durci depuis 2019. Donc ça veut dire des franchises plus hautes, des capacités inférieures, des primes qui ont beaucoup monté. Donc la part qui est auto-assurée par les entreprises est de plus en plus importante, quoi qu'il en soit. Donc ça nous invite aussi à gérer cette auto-assurance et les initiatives qu'a pris l'AMRAE pour pousser auprès du gouvernement français le fait de mettre en place un système favorable pour la création des captives en France participe de cette résilience de l'économie et c'est une excellente nouvelle. Voilà, il faut s'habituer à avoir un assureur moins présent et c'est à nous, entreprises, de créer les conditions malgré tout de continuer à gérer nos risques via des outils internes. Florence, il faut se préparer à des exclusions et donc travailler tout de suite sur des solutions alternatives, c'est ça que ça veut dire? Alors moi, j'observe effectivement les assureurs dans une posture d'accompagnement parce que je pense qu'effectivement, il faut avoir en tête le point que Viola évoquait sur la transition juste et de trouver un équilibre entre les différents critères aussi et une transition abrupte de certaines industries peuvent aussi avoir des conséquences économiques, sociales qu'il faut considérer. Donc ces exclusions vont probablement se renforcer, mais dans une temporalité pour moi de moyen et de long terme. Dans la salle, il y a aussi pas mal d'assureurs. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer, Michel? Oui, on a commencé par un coup de griffe, terminé par un petit coup de canif. Si vous le permettez, Cécile. On parle beaucoup de données. Donc la donnée, c'est au cœur de nos démarches d'analyse de risque. Et la donnée, il faut l'acquérir, mais il faut ensuite qu'elle circule. Une donnée qui ne circule pas, c'est une donnée morte. Or, on observe que dans nos échanges traditionnels, finalement, au sein de cet écosystème assuré, courtier, assureur, sur la partie tout simplement administrative, ça ne fonctionne pas bien. On reçoit des polices papier à signer un an après la prise de garantie. On exporte des valeurs assurées par Excel. On reçoit des bordereaux trimestriels de signés sur les polices locales. Alors qu'on doit... Tout ça à l'heure de l'intelligence artificielle, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, mais alors on est sur des technologies, enfin l'industrie de manière générale s'est digitalisée il y a 20 ans. L'assurance des grands risques n'a pas fait sa révolution digitale. Et on est à un moment où on va devoir faire circuler de plus en plus de données, des volumes massifs de données sur l'exposition au risque climatique. Donc si on n'arrive pas à gérer notre administratif aujourd'hui de manière correcte, comment va-t-on faire pour gérer cette circulation des données? Alors, il y a malgré tout quelques motifs de satisfaction. Je pense à notre assureur Zurich qui a mis en place un catalogue d'API qui sont des modules d'export. Bon, alors j'ai vu un peu désolé Florence, mais les courtiers désertaient un petit peu ce sujet. Et finalement, ma conviction aujourd'hui, c'est que c'est aux assurés de solliciter directement leurs assureurs, d'établir des mises en communication
direct, de manière à ce que l'information circule. Donc, ce n'est pas seulement récupérer l'information des assureurs, mais c'est également exporter vers les assureurs nos implantations, nos données d'exposition pour permettre ce dialogue technique. On ne peut pas travailler les uns et les autres sur des différentiels disjoints sans cette circulation nécessaire de l'information. Une réponse, une réaction sur le canapé là Alors peut-être, moi, un mot aux assureurs, si je peux me permettre. Le premier, c'est de ne pas sous-estimer l'ampleur des chantiers à venir et de ce qu'il reste à faire. Le deuxième, c'est de saluer aussi ce qui a été fait et le rôle très en pointe du secteur par rapport à ces sujets, qui les a embrassés peut-être avant d'autres, et se rappeler au travers de ça le rôle très fondamental que l'on a à jouer au service des économies et des sociétés sur l'accompagnement sur ces enjeux. Et puis un petit mot aussi qui est de bien voir le rôle du courtier, parce que entre le conseil qui s'appuie sur la data et nos expertises, on est aussi un maillon de la chaîne qui peut permettre d'accélérer, d'aller plus loin, d'aller plus vite, en travaillant sur ce fossé de protection que Michel évoquait, cette question d'assurabilité. Un petit point en plus, je pense, c'est vraiment ne pas sous-estimer le travail qu'il faut. Je pense que c'est très essentiel. Et on voit ça chaque jour avec quelque chose qui semble, au premier pas, tellement simple. Et c'est de calculer les émissions. On dirait que c'est, si on pense de tous les autres sujets ESG, on dirait que ça, c'est peut-être le plus simple pas pour y commencer. Mais après, surtout dans la côté du passif, c'est pas évident non plus, parce qu'il faut faire beaucoup de travail, par exemple, non seulement pour avoir les données d'émission, c'est peut-être le pas le plus facile, mais après de faire le name matching, donc ça veut dire de vraiment faire le match entre l'entité légale et les données. Et ça, c'est déjà beaucoup moins facile. Donc ça revient au point de commencer un petit peu plus tôt, parce que ça permet de vraiment mettre en ordre les données internes et de bien réfléchir aussi sur la communication externe. Et ça prend du temps. Dorothée, peut-être une réaction et puis on arrive presque au terme de nos échanges. Donc, s'il y a une chose importante pour vous que c'était... Oui, un énorme défi. On a l'air tous prêts à y faire face, à y répondre. Je pense que la victoire aime la préparation. On n'a pas forcément beaucoup de temps, mais il faut vraiment intégrer ça dans notre façon de voir les changements. Préparation, dialogue, et je pense que c'est ça qui fera qu'on pourra aider tous nos clients et avec nos partenaires aussi. Florence, il faut retenir une chose de notre table ronde. La data. Et peut-être en dernier point de ma côté, donc, pour moi, le sujet entier revient à faire des meilleures décisions. C'est au cœur du métier dans l'assurance, dans le risk manager, et c'est au cœur de mon boulot, c'est d'aider les risk managers de faire meilleures décisions. Donc personnellement, évidemment, moi, je fais la décision de ne pas parler le week-end, mais ça à côté, pour faire ces meilleures décisions, oui, c'est les données, mais après, il faut en tirer la simplicité des enseignements dans un contexte approprié. Donc, je pense ça, il faut le craquer, ça, il faut vraiment le faire bien. Michel, ce sera le mot de la fin. Oui, terminons sur une note optimiste. On a beaucoup parlé d'IA ce matin, et avec ses dangers, etc. Moi, je crois beaucoup à l'utilisation de ces technologies avec des cas d'usage très, très précis. On utilise dorénavant l'IA pour parvenir à une meilleure exactitude des valeurs que l'on déclare. Voilà, il y a des algorithmes qui permettent de mieux prédire finalement des valeurs assurées. Je pense également à nouveau au risque climatique. Adapter un site à son risque
climatique, c'est d'abord connaître ces expositions de manière extrêmement précise, extrêmement locale. Il y a des images satellitaires de très bonne qualité maintenant qui sont capturées par les satellites, et l'IA permet de traiter ces valeurs pour en sortir des informations opérationnelles, voilà, sur l'exposition aux feux de forêt qui deviennent un risque important, sur les risques d'inondation. Donc il faut vraiment que, voilà, il y a tout un écosystème d'ailleurs d'InsurTech qui se met en place, qui sont un peu en dehors du champ traditionnel de l'assurance. Il faut vraiment que nous, assurés et les assureurs, on se saisisse de ces technologies. Il y a des jeunes voilà, qui rentrent sur ces sujets, qui viennent avec des idées, avec des technologies, et c'est indispensable à mon sens pour vraiment faire face aux challenges, en particulier sur le risque climatique qui nous attendent. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on peut vraiment vous applaudir. Merci.